Amis des podcasts Cori, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Gerd Sofoni-Koboulé. Gerd Sofoni-Koboulé est essayiste, expert des économies africaines au sein du cabinet Interglobe Conseil. Installé à Paris et viscéralement attaché à son pays, le Bénin, il appartient à cette rare famille de penseurs qui regardent l'Afrique comme un théâtre d'initiatives, de découvertes et de création de richesses. On lui doit un travail pédagogique de déconstruction des sophismes économiques mené dans le registre clair et argumentatif qui fait sa signature. Ces analyses qui publient notamment sur jskopinion.com et portent sur les plateaux de télévision conjuguent rigueur conceptuelle, fait stylisé et sens de la formule. Auteur de 5 ouvrages, parmi lesquels Archipel d'avenir, Dialogue économique, coécrit avec Boris Huenou, et Lettres citoyennes, plaidoyer pour une citoyenneté proactive. Il enseigne l'économie au niveau MBA dans le Centre de valorisation professionnelle de Tunis. Il défend une conviction aussi simple qu'exigeante. La prospérité des nations vient de la liberté économique. Gerd Sofoni-Koboulé, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Je suis ravi de pouvoir participer à ce podcast. Je publie chaque week-end une tribune sur Cori Actu. Donc la presse écrite, et je suis ravi de pouvoir contribuer au format vidéo. Donc merci. Le projet de monnaie commune ouest-africaine n'est pas nouveau. Il est sur la table depuis les années 2000, avec une échéance officielle à 2020, puis repoussée. Afritown, le 19 juillet 2026, 12 chefs d'État réunis à la faveur du sommet de la CEDEAO ont réaffirmé le lancement progressif à l'horizon 2027. Gerd Sofoni-Koboulé, commençons par le tout début. Qu'est-ce que la monnaie? Vous posez une question qui n'est pas si simple, parce que l'un des économistes que je considère moi comme le plus grand de tous les temps, Joseph Schumpeter, disait que la monnaie, c'est le seul domaine de l'analyse économique qui, quand on lui applique le bon sens, on aboutit toujours à des conclusions fallacieuses. Donc, on va essayer de prendre la question par un bout adéquat. Concrètement, pour comprendre la monnaie, il faut commencer à envisager une économie sans monnaie. C'est-à-dire que quand vous avez une économie sans monnaie, pour échanger, par exemple, j'ai 1 kilo de farine, l'autre a 1 kilo de poisson. Moi, je veux du poisson et l'autre a besoin de farine. On fait du troc. On fait du troc. Mais vous voyez que il faudrait remplir deux conditions. Il faudrait que on soit d'accord sur le fait que 1 kilo de farine vaut 1 kilo de poisson. Première hypothèse. Et deuxième hypothèse, il faudrait que il y ait simultanéité des besoins. C'est-à-dire que au moment où moi je veux le poisson, au même moment lui veut aussi la farine. Et donc vous voyez que dans une telle configuration, la commensurabilité entre biens et services n'est pas aisée. Et donc en découle finalement, on voit bien la fonction de la monnaie. Ça permet d'échanger. Et parce que ça permet d'échanger, c'est une unité de compte. C'est-à-dire, je peux dire que 1 kilo de farine vaut tel montant dans telle monnaie, et que le kilo de poisson vaut tel montant dans telle monnaie. Et donc, les biens sont commensurables. On peut les comparer. Donc, on voit quelque chose de très clair, c'est que la monnaie permet d'échanger et elle permet d'être unité de compte. Et elle permet quelque chose qui n'est pas, qu'on ne voit pas tout de suite. Elle permet de faire entrer le temps dans le calcul économique. C'est-à-dire que la monnaie joue aussi une fonction de réserve de valeur. Dit autrement, si il y a une monnaie qui circule dans un espace et que j'ai 100 unités de cette monnaie sous forme d'épargne, je veux bien que demain, la valeur de mon épargne soit conservée. Sinon, si je mets 100 aujourd'hui et que demain ça vaut 20, je ne suis pas incité à épargner dans cette monnaie. Donc, il faut que une monnaie soit aussi une
comment dire, une réserve de valeur. Et ça, c'est très important. Et dans votre question, une fois qu'on voit bien les trois fonctions de la monnaie, l'autre question dans la question, c'est qu'est-ce qui fait la valeur d'une monnaie? Et ça, c'est une question très importante. Et dans l'histoire, on a eu trois réponses. On a eu trois réponses dans l'histoire. La première réponse vient de Aristote, qui dit, grosso modo, la monnaie, c'est la quantité de métal qu'il y a dans la pièce confectionnée. Alors, c'était pas faux à son époque, parce qu'il y avait que des pièces métalliques. Donc, le nombre de grammes d'or dans la pièce métallique déterminait la valeur de la monnaie. Alors qu'après, il y a eu des billets. Alors qu'après, il y a eu des billets. Et donc, la théorie, elle est fausse quand on considère les billets. L'autre réponse qu'on a eue dans l'histoire, c'est la réponse de Platon, qui dit qu'au fond, la monnaie, c'est un collecteur de confiance. Bon. Elle est juste parce que pourquoi est-ce que vous vous accepterez, en tant que boulanger, d'échanger votre baguette contre une pièce de 100 francs, par exemple? C'est parce que vous espérez que le boucher va accepter aussi les 100 francs. Si le boucher, lui, n'accepte pas la monnaie, vous ne serez pas incité à échanger. Donc, on voit bien que Platon a touché juste en disant que la monnaie, au fond, c'est la confiance. Mais cette réponse de Platon, elle est insuffisante. Pourquoi? Parce que cette confiance doit être empuissantisée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut une autorité centrale qui l'empuissantise. Et cela m'amène à la troisième réponse qu'on a eue dans l'histoire. Et cette réponse, on l'évoque jamais, mais c'est dommage parce que moi, je pense qu'elle dit beaucoup de choses. La troisième réponse est fournie par Jésus. Dans Matthieu 22, il y a les pharisiens qui sont venus voir Jésus et ils lui ont dit est-ce qu'on a le droit de payer un tribut à César? C'était une question piège. Et Jésus leur dit bon, sortez-moi la monnaie que vous avez. Et ils sortent la monnaie et Jésus dit qu'y a-t-il sur la monnaie? C'est César. Exactement. Donc, ils ont dit César. Et Jésus répond, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, Jésus vient de dire quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est que la monnaie, c'est César. Dit autrement, la monnaie, c'est une expression nationale. C'est une expression nationale. Donc, la confiance dont parlait Platon a oublié d'ajouter que si il y a une confiance entre un groupe de population, mais que cette confiance n'est pas garantie par l'État, c'est-à-dire que je ne peux pas payer mes impôts dans cette monnaie, elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien. Nous, on peut se mettre à 10 ici, par exemple, pour dire, bon, on va faire une monnaie. On sera très vite arrêté, parce qu'elle n'aura pas de coût légal. Donc, on voit bien que Jésus, en réalité, avait dit ce qui fait la valeur de la monnaie. C'est la garantie de l'État qu'il y a derrière. C'est César. Ok, avec cette explication bien faite, je voudrais demander aujourd'hui, on parle de l'éco. Qu'est-ce que l'éco? Est-ce une nouvelle monnaie qui viendra remplacer le CFA et les monnaies nationales? Est-ce que ça va s'ajouter à l'existant et tout? L'éco, c'est quoi? Qu'est-ce que le projet, qu'est-ce qu'il y a autour? L'ambition de l'éco, c'est d'être une monnaie unique. Donc, elle viendra remplacer les monnaies nationales. Aujourd'hui, dans l'espace suédois, on a 8 monnaies. Le franc CFA, évidemment, mais tout le reste, Cedi, Naira, l'espace CEDEAO. CEDEAO. Pas UEMOA. Non, pas UEMOA. CEDEAO, on a bien 8 monnaies. Donc, l'éco a pour ambition de remplacer ces 8 monnaies. Bon, il y aura une période de transition où les deux monnaies vont vivre ensemble peut-être 1 ou 2 ans, mais à terme, le but, évidemment, c'est que la monnaie éco remplace les monnaies nationales. Donc, c'est un projet de monnaie unique sur l'espace CEDEAO. Et il faut rappeler quelque chose. Vous avez, dans votre introduction, dit que ça fait à peu près 26 ans qu'on traîne ce projet, donc depuis 2000.
Et à chaque fois, on a eu des moments où le projet a été avorté ou renvoyé à plus tard. En réalité, si on remonte, le projet ECO, mais qui n'était pas exprimé comme ça, remonte à 1987. Il ne faut pas oublier le projet de coopération monétaire qu'il y avait dans l'espace. Donc, en fait, c'est un très, très vieux projet. Évidemment, exprimé, elle a pris de l'épaisseur au fil du temps. Et évidemment, ils ont eu quelques difficultés. Mais il est vrai qu'à partir de 2018-2019, on a senti quand même une vraie volonté. Pourquoi maintenant? Alors, c'est simple. C'est que je pense que l'épisode ECO France CFA a fait un peu du mal au projet. C'est mon avis. C'est-à-dire que il y a le projet ECO CEDEAO. Simplement, vous n'avez pas oublié l'épisode où on a voulu changer le nom du franc CFA en utilisant exactement le nom ECO. Et ça a ulcéré les gosses. Et donc, il y a eu une vraie... Qui est quand même la première économie de l'espace. Absolument, qui est la première de très loin. C'est 2/3 de l'économie de l'espace. Donc, il est clair que ça n'a pas plu à Abuja. Et pour moi, ça a dû... comment dire baisser les ardeurs côté Nigeria, qui y voit une espèce de trahison au fond du projet ECO initial. Bon, je pense que tout ça est derrière nous et que maintenant le projet a repris de l'épaisseur en raison de plusieurs contingences. C'est-à-dire que c'est marrant. Pourquoi le projet aujourd'hui est revenu sur la table et de façon très puissante? Bon, il y a une raison géopolitique qu'il ne faut pas ignorer. Aujourd'hui, si la CEDEAO ne se dote pas d'un projet fort et ambitieux, la coopération va se retrouver en difficulté. La communauté va se retrouver en difficulté. Parce que qu'est-ce qui unirait... Qu'est-ce que vous dites par là? C'est avec les frictions qu'il y a eu avec les 3 pays du Sahel. Évidemment. Tout, ont affaibli un peu la CEDEAO. Donc, il faut se réunir autour d'un projet fort. Exactement. C'est ça qui a fait ressortir. Absolument. Je ne peux pas, m'empêcher de croire que la scission qu'a créée l'AES ne soit pas un déclencheur ou en tout cas quelque chose qui donne l'envie au président de la CEDEAO de remettre un projet fort sur la table, parce que, vous savez, on est toujours unis quand il y a du sens. Et la CEDEAO va retrouver du sens avec l'ECO. Mais le dire ainsi, ça crée plus l'isolement entre la CEDEAO et les pays du Sahel. On sait qu'il y a même hier seulement, ou bien il y a quelques jours, le président de la CEDEAO, le président de la CEDEAO, Faye, s'est déplacé à Bamako pour aller essayer encore d'appâter ces 3 pays de l'AES. Moi, mon pari, c'est que... Donc, si on traîne l'ECO comme un projet fort pour solidifier le bloc régional, c'est que ça va isoler encore les autres qui sont... Je ne crois pas où ça va leur donner envie de revenir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que mon pari, c'est que les pays de l'AES vont peut-être adopter l'ECO. Si il devient crédible et réel, je suis convaincu que les pays de l'AES vont adopter l'ECO. Vous avez vu que ils ont quitté la communauté économique, donc CEDEAO, mais comme par hasard, ils n'ont pas quitté le franc CFA. Le Burkina Faso a la présidence de l'UMOA actuellement encore. Exactement. Donc vous voyez bien qu'ils n'ont pas abandonné la monnaie commune qu'on a dans l'espace UEMOA. Donc moi je pense que... Alors je ne crois pas que l'AES en tant qu'entité va disparaître tout de suite, parce que je pense que c'est fondé sur une vision du rapport au monde qui est quand même
très profonde et je ne crois pas à sa disparition à très court terme, mais je pense qu'il y a moyen que l'AES existe et malgré tout adopte les codes de la CEDEAO. Ok, on va y revenir. Dans le quotidien des populations, qu'est-ce qui va changer avec l'avènement de cette monnaie? Qu'est-ce qui va changer concrètement? Beaucoup de choses changera. C'est que, si vous voulez, aujourd'hui, vous prenez un commerçant à Malanville qui achète de l'oignon au Niger et qui revend à Parakou, par exemple. Bon, il est dans la même zone monétaire. Il n'y a pas de change, si vous voulez. Donc, c'est extrêmement fluide. En plus, il y a une commensurabilité, une comparaison des prix qui est très facile pour ce commerçant. Bon, maintenant, imaginez un commerçant qui est à Cotonou et qui fait du business, qui va chercher des tissus au Ghana et les revend à Cotonou. Bon, lui, c'est plus du tout la même histoire. C'est que ce commerçant doit d'abord passer du franc CFA en cedis, en général, en passant par le dollar d'abord, et ensuite, une fois qu'il fait son business au Ghana et qu'il lui reste des cedis, il faut qu'il repasse par le dollar, revienne dans le franc CFA. Comme ça se fait plus près de chez nous, le Naira et le CFA. Exactement. Un Béninois qui va acheter à Lagos. Exactement, pareil. Donc, vous avez aujourd'hui, il est dans la littérature, c'est que cela fait perdre à peu près 5% de la valeur ajoutée. C'est passe-passe de change. Encore qu'il n'y a pas trop de parité entre ces différentes monnaies. Exactement. Il n'y a pas de parité fixe. Exactement. Du coup, il y a beaucoup de pertes en ligne. Voilà. Donc, ce que ça va changer s'il y a une monnaie commune, c'est que vous pouvez aller à Lagos faire votre business en ne faisant pas le calcul. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que le Naira est bas en ce moment? Est-ce qu'il est haut? Est-ce qu'il est... Enfin, vous épargnez tout un tas de réflexions et cela va rendre extrêmement fluide les échanges entre les pays. Ça, c'est une évidence. Une évidence. Et je pense que ça va accroître le commerce intra-espace, c'est-à-dire au sein de l'espace. Aujourd'hui, il est très faible, ce commerce. Il est autour de 5%. Donc, il est très faible. Et je pense qu'en réalité, il est beaucoup plus que 5% parce que les 5%, c'est les statistiques officielles. Et on sait que à la frontière, il y a pas mal d'échanges totalement aveugles pour l'administration. Mais je suis sûr que la monnaie commune va être un accélérateur de commerce intra-espace, quoi. Si on revient à l'échelle des économies, qu'est-ce qui va, lorsqu'on sait que, par exemple, la parité serait fixe avec l'euro, un éco, ça fait 655, 1 euro, pardon, ça fait 655 francs CFA. Et CFA et 655 euros. À l'échelle économique, qu'est-ce qui va changer? Alors, vous posez une question qui est importante, c'est-à-dire quel sera le régime de change qu'on adoptera pour cette monnaie. On va faire un pas en arrière pour faire un peu de pédagogie. C'est que quand vous créez une monnaie unique entre plusieurs nations, ce que vous faites, c'est bloquer le taux de change entre ces nations. Grosso modo, dans l'économie, il y a 2 prix qui déterminent tous les prix. Le prix du temps, qu'on appelle le taux d'intérêt, et le prix de l'espace, de la géographie, qu'on appelle le taux de change. Bon. Quand vous dites un ensemble de nations adoptera une même monnaie, ce que vous êtes en train de faire, en réalité, c'est que vous bloquez le prix de la géographie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de change. On passe d'un espace à l'autre sans change. Mais le prix de la géographie a un sens. C'est-à-dire le taux de change a un sens. Et quel est le sens du taux de change? C'est ce qui exprime la différence de productivité entre les économies. C'est pour ça que quand vous prenez 2 espaces, A et B par exemple, et que l'espace B est 2 fois plus productif que l'espace A, eh bien sa monnaie vaudra 2 fois plus que
que la monnaie de l'autre. Donc, quand vous bloquez le prix de change, vous êtes en train de dire quoi? Qu'au fond, toutes les économies qui utiliseront cette monnaie-là ont la même productivité, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Donc, vous allez vous retrouver avec une difficulté majeure. C'est que la monnaie fera des gagnants et des perdants. Et donc, la question qui se pose, elle est la suivante. Et je vais poser la question brutalement. C'est que on ne peut pas réussir cette monnaie à terme si il n'y a pas un chemin vers la fédération, vers un État fédéral. Oui, je pose la question brutalement. Cette monnaie ne réussira pas si on ne trace pas en parallèle un chemin vers un État fédéral. Je m'explique pourquoi. Quand vous regardez dans l'histoire, à peu près 2 siècles, toutes les monnaies communes à plusieurs nations, mais nations souveraines sans État fédéral, n'ont pas prospéré. Que ce soit l'Union latine, que ce soit la monnaie de la Ligue arabe qui voulait rassembler plusieurs pays à la fois du Maghreb et de l'Arabie saoudite, etc. Ça n'a pas prospéré, ça a échoué. Même l'euro a failli sauter en 2012. Avec le Brexit. Alors, non, pas avec le Brexit. D'abord avec la Grèce. Oui, avec la faillite. Voilà. Avec la Grèce, le Brexit n'a pas eu d'impact parce que l'Angleterre, le Royaume-Uni a sa monnaie. Donc, si vous voulez, eux, ils n'ont jamais été dans l'euro. Mais l'euro, en tant que monnaie, a failli sauter en 2012. Et c'est pour ça que la durée de vie des monnaies entre nations souveraines sans État fédéral est inférieure à 50 ans. Ça, c'est ce que nous enseigne l'histoire. Bon, l'euro... Le Naira est là depuis. Hein. Mais il y a un État fédéral. Eh oui. Eh oui. Quand vous regardez les États-Unis, il y a un État fédéral. Donc, ça dure. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que comme la monnaie va forcément faire des gagnants et des perdants, il faut un État au-dessus qui puisse faire les transferts budgétaires en zone. C'est-à-dire la zone défavorisée récupère un peu des gains de la zone favorisée par la monnaie, etc., etc. C'est pour ça qu'en économie, il y a une théorie qu'on appelle la théorie de zone monétaire optimale de Mundell. Ça veut simplement dire une chose. Mundell, qui a reçu, Robert Mundell, qui a eu le prix Nobel de l'économie, a dit pour qu'une zone monétaire marche, il faut 3 choses. Il faut la mobilité des facteurs, à la fois capital et travail, c'est-à-dire il faut que les travailleurs puissent passer naturellement dans tous les espaces ayant cette monnaie, ce qui n'est pas tout à fait notre cas dans le cas de la CEDEAO. Il faut que le capital puisse circuler librement. Ensuite, il faut, comment dire, une façon de gérer les chocs asymétriques. C'est-à-dire que s'il y a une partie de la zone monétaire qui est en difficulté, il faudrait qu'il y ait des transferts vers cette zone pour que la zone au global se porte mieux. Donc, et c'est ce que Jésus a dit bien avant Mundell. Quand Jésus dit la monnaie c'est César, Jésus est en train de dire quoi? Il est en train de dire, alors, je cite souvent Jésus parce que moi je pense que les gens ont tort de ne pas croire que c'est un grand économiste. Mais ça c'est mon affaire. Quand il dit que la monnaie c'est César, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire la monnaie c'est l'expression d'une nation. Donc quand vous créez une monnaie commune, si vous ne créez pas une nation, c'est-à-dire un État par-dessus, ça ne marchera pas. Parce que la monnaie, c'est César. Et donc, je vous le dis, l'écho, on va le lancer, mais à terme, ce qui va se passer pour que cette monnaie ait une expression durable dans le temps, ça sera d'envisager l'État fédéral de l'Afrique de l'Ouest. Mais pour le moment, au niveau de la CEDEAO, il y a la libre circulation des personnes et des biens, même si ça laisse à désirer. Il y a plein de... Mais c'est pas que ça laisse à désirer, c'est que ça n'est pas... Les tests sont là, mais c'est pas effectif. Moi, quand je veux passer, même à Lomé à côté, je me fais contrôler.
Non, c'est vrai. Et on y reviendra. J'ai Sophie Kobouli. Et là, on va parler des mécanismes. On apprend que les gouverneurs des banques centrales de la CEDEAO sont venus, ils ont déposé la marque ECO à l'OAPI, l'Organisation ouest-africaine de la propriété industrielle, déjà. Donc, ils ont fait plusieurs réunions là-dessus et tout. Qu'est-ce qui reste pour que le lancement de cette monnaie soit effectif? Alors, il reste beaucoup de choses. Alors, aller réserver une marque, ça, on est vraiment au tout début du processus. Ça ne fait pas une monnaie du tout. Ça, c'est réserver une marque. C'est simplement ce que ça veut dire. Hein. Aller déposer une marque. On peut choisir l'impression, encore que beaucoup redoutent que ce soit une monnaie imprimée sur le territoire, c'est-à-dire dans ce qui n'est pas totalement évident. Ce sera imprimé sûrement en France, comme le CFA et tout. Bon, donc, on verra. La question de où imprimer, pour moi, va être la dernière question à laquelle il faut répondre. Parce que là, on vient de déposer, enfin, les gouverneurs vont déposer la marque, mais il y a encore plein d'étapes. D'abord, il faudrait définir le régime de change. Est-ce qu'on fait du fixe et arrimé à une monnaie ou on fait du flottant? Je crois que ça c'est bien défini, c'est le fixe arrimé à l'euro. Oui, alors c'est ce qui est dit aujourd'hui, ouais. Mais je ne crois pas que ça sera le cas. Parce que je pense que les décisions ne sont pas terminées. Une fois qu'on fixe définitivement cela, il faudrait un traité constitutif. C'est-à-dire qui, définit la Banque centrale. Qui sera la nouvelle Banque centrale? Il y avait déjà une discussion qui a commencé à Abidjan. Macron était descendu en 2019, décembre 2019, si mes souvenirs sont bons, oui. A réuni les présidents de la CEDEAO à Abidjan. Oui. Et cette discussion était déjà lancée. Oui, la discussion. On n'a pas de traité. Donc, il faudra faire ça. Une fois qu'on a le traité, et dans le traité, il faudra régler plein de choses. Hein. La Banque centrale, où va se trouver cette Banque centrale? On sait que pour le cas de l'euro, ça a été une discussion politique incroyable avant que la France n'accepte que cette banque centrale soit en Allemagne. Je peux vous dire que le territoire où se trouvera cette banque centrale sera un enjeu politique considérable. Bon, il faudra faire ça. Une fois que on a la banque centrale dans ce cadre-là définie, instituée avec ses membres, les politiques de vote, etc., la constitution du conseil, etc., etc., il faudra après régler le sort des banques centrales qui existent aujourd'hui. Voilà. Et une fois qu'on fait ça, il faudra ensuite, régler les questions de comment on y va. Est-ce que il faudra régler la question d'abord du marché interbancaire et après définir la monnaie telle qu'elle doit se présenter, les symboles qui doivent se trouver sur la monnaie, etc., etc. Et grosso modo, pour l'euro par exemple, parce qu'on a des points de repère historiques. Pour l'euro, entre Maastricht et le traité de Maastricht et le moment où les gens ont eu l'euro dans leur poche, c'est de 92 à 2001-2002. Donc ça fait 8 ans. Vous trouvez utopique 2027? Oui, c'est totalement utopique. Enfin, ça dépend de ce qu'on attend en 2027. Si ce qu'on attend en 2027, c'est la monnaie dans la poche des Béninois ou des Nigériens, c'est faux. Parce que déjà, les critères de convergence indiquent qu'il faut respecter un nombre de critères au moins 3 ans pour pouvoir entrer dans l'union monétaire. Donc, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul pays qui puisse prétendre... Est-ce que l'euro électronique peut commencer d'abord en 2027? L'éco électronique peut commencer déjà en 2027? Bon, je n'y crois pas. Mais parce que même électronique, quel pays va commercer avec
cette monnaie-là. Donc, en fait, si vous voulez, la cible de 2027, c'est une cible pour moi plus politique que économique. C'est-à-dire, on se donne une cible totalement irréaliste pour lever les ardeurs. Mais techniquement, ça n'est pas possible. Parce que, encore une fois, vous avez des critères de convergence. Grosso modo, c'est le déficit budgétaire doit être inférieur ou égal à 3%. La dette publique doit être inférieure ou égale à 70%. Allons doucement. Les critères de convergence, oui. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est? Les critères de convergence, c'est de dire que, en fait, c'est quelque chose qui découle de ce qu'on appelle la théorie des zones monétaires optimales. C'est-à-dire, la théorie des zones monétaires optimales dit que les économies qui adoptent une monnaie unique doivent avoir des caractéristiques macroéconomiques similaires. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, de là, on en tire ce qu'on appelle les critères de convergence, c'est-à-dire des critères qui permettent de dire ceux qui peuvent prétendre entrer dans cette union monétaire. Et donc, pour le cas de l'éco, ces critères ont été définis depuis très longtemps, et eux n'ont pas changé. Même si les échéances de lancement ont changé, les critères n'ont pas changé. Les critères, c'est simple, c'est déficit budgétaire inférieur ou égal à 3% du PIB pour chaque pays. La dette publique doit être inférieure ou égale à 110%. L'inflation en moyenne doit être inférieure à 10%. Les réserves d'importation, enfin les réserves de change doivent couvrir à peu près 3 mois d'importation. Et il faudrait que le financement de la dette par la Banque centrale soit inférieur à 10% des recettes fiscales. Bon, bref, il y a un certain nombre de critères. Et ces critères-là, aujourd'hui, il y a peu de pays qui les respectent. Qui sont selon vous, quels sont les pays qui les respectent? On sait que par exemple le Nigeria aujourd'hui, non. Totalement, la monnaie est dévaluée, totalement. L'inflation, on prend le Ghana en crise, totalement. Tout. Les pays de l'UMOA aussi qui sont engagés dans le processus aussi ne sont pas épargnés avec les chocs exogènes et tout. Quels sont les pays qui respectent? Le seul pays qui respecte grosso modo la plupart des critères de convergence, c'est le Cap-Vert. C'est le seul pays aujourd'hui. Le Bénin est pas mal, parce que le Bénin a bénéficié de 10 ans de rigueur budgétaire. Donc, on est pas mal. On est passé en dessous des 3% en termes de déficit budgétaire. Donc, je crois qu'on est à 2,8 aujourd'hui. On a une dette publique qui est largement inférieure aux 70% du PIB. Je crois, on a aussi entre 53 Exactement, on est à peu près à 53%. 53. Exactement. Donc, le Bénin est un bon élève. La Guinée, pas mal aussi. Le Sénégal a de vrais problèmes aujourd'hui, avec une dette publique qui a plus de 100% du PIB. Tout. Donc voilà. Donc en fait, aujourd'hui, et en plus, les critères de convergence, j'ai oublié de le dire, doivent être respectés, pas juste un an avant de rentrer dans l'union monétaire. Ça doit être respecté au moins sur 3 années consécutives pour pouvoir entrer dans l'union monétaire. Mais le communiqué a prévu quand même un mécanisme d'accompagnement pour les pays qui ne respectent pas les critères. Oui, mais prévoir un mécanisme d'accompagnement ne fait pas respecter par magie les critères de convergence. Et si vous voulez, et c'est pour ça que dans le communiqué, je pense qu'ils ont abandonné l'idée du grand soir. Parce que ce qui a fait avorter pendant longtemps le projet de l'éco, c'est la philosophie du grand soir. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, on va faire mûrir le projet, inciter tous les pays à respecter les critères de convergence et ensuite ils rentreront dans l'union monétaire. Mais on voit dans le communiqué de la dernière fois que ils ont abandonné cette idée. Et l'idée du grand soir, et maintenant ils ont dit un lancement progressif. C'est-à-dire, on va commencer avec quelques pays, 1, 2, 3, je ne sais pas combien pour l'instant. Et ensuite, les autres viendront
petit à petit dans cette monnaie-là. Donc, bon, je note qu'ils ont abandonné l'idée du grand soir et qu'on est maintenant sur un lancement progressif. Bon, quand on dit progressif pour moi, moi, je me méfie. Et en plus, ils disent aussi que les critères de convergence des pays, les pays vont bientôt les respecter parce qu'il y a un mécanisme d'accompagnement. Je me méfie de bientôt parce que Jésus revient bientôt aussi. Et bientôt, ça veut dire beaucoup de choses. Jed Sophonie Koboulé, selon vous, quels sont les pays qui ont intérêt, qui gagneront plus si, avec l'avènement de l'ECO, parmi les 12 qui sont engagés dans le projet? Bon, la réponse simple, c'est de dire tous les pays. Mais il est vrai que quand vous faites une zone monétaire, l'économie dominante est celle qui en profite le plus, en raison de sa productivité qui est supérieure aux autres. Grosso modo, quand on a fait l'euro, ben, la plupart des usines d'investissement allaient en Allemagne. Ben, si vous voulez, le capital va toujours là où il est le plus productif. Vous connaissez la parabole des talents. La parabole des talents dans la Bible, au fond, on a un maître qui, partant en voyage, a remis 5 talents à un de ses serviteurs, 2 à l'autre et 1 au dernier. Le dernier allait thésauriser et cacher son talent, il n'a pas fructifié. Et les 2 premiers serviteurs, qui ont reçu 5 et 3 et 2, ont multiplié, ont fait x2 sur le capital qu'on leur a remis. Et quand le maître revient, il punit le dernier qui a thésaurisé, qui n'a pas fructifié, il récupère le seul talent qu'il lui a laissé pour le donner à celui le premier qui avait 5 talents qui a fait x2 et qui est passé à 10. Et la leçon fondamentale, c'est que de cette parabole, c'est que le capital va toujours là où il est bien traité. Le capital va toujours là où il est le plus productif. Et donc, le capital ira toujours là où il est le plus productif. Et aujourd'hui, l'économie la plus dynamique de l'espace, c'est évidemment le Nigeria. Donc, le capital va plus ruer vers le Nigeria. Mais ça ne veut pas dire que les autres pays seront perdants. Ça veut juste dire que le Nigeria, somme toute, sera gagnante, bien qu'elle aura des contraintes. Parce qu'il va falloir que, une fois dans la zone, qu'elle arrête d'avoir une inflation à 30%, il peut plus se permettre ça. Donc, il y aura des contraintes pour le Nigeria. C'est-à-dire qu'ils pourront plus avoir une inflation à 30%, ils perdent un mécanisme d'ajustement, ils pourront pas dévaluer. Ils pourront pas dévaluer. Donc, ils perdent quand même quelques mécanismes d'ajustement. Mais en termes de flux de capitaux et de bénéfices au sens de commerce, etc., ça va être génial pour tous les pays, et en particulier pour le Nigeria. Ok, nous allons descendre un peu, aborder un volet un peu aussi sensible. L'ECO est en train de laisser sur le carreau, ou bien c'est les 3 pays de l'AES, soit c'est les 3 pays de l'AES qui ont abandonné le projet, mais de toute façon, ces pays qui ont quitté en 2025 la CEDEAO ne sont pas dans le projet. Toutefois, on est en train de faire la cour pour un retour. Est-ce que les échanges avec ces 3 pays-là, comment ça va se faire? Est-ce que ce serait difficile? Mais quand on sait qu'il y aura une parité entre le CFA et l'ECO, qu'est-ce qui va réellement changer si l'ECO venait à naître et que les 3 pays ne rejoignent pas cet ensemble-là? Alors, c'est vrai que pour l'instant, les pays de l'AES et ex-pays de la CEDEAO ne se prononcent pas trop sur le sujet de l'ECO. Ce qui est normal parce que c'est un projet d'un autre espace, techniquement. Donc, ils n'ont pas à se prononcer.
moi, ce que je note, c'est que, commençons par les faits. Et les faits, c'est qu'ils ont quitté la CEDEAO et ils n'ont pas quitté le franc CFA. Donc, techniquement, ils sont encore en union monétaire avec des pays dont ils se sont dissociés dans le cadre de la CEDEAO. Donc, à mon avis, et c'est un pari que je fais, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas Madame Irma, mais il me paraît évident que si le projet ECO prospère, que ces pays-là l'adoptent, bien tout en étant en dehors de la CEDEAO. Et je me demande même si ça ne sera pas le moyen par lequel ils vont revenir dans le CEDEAO, dans la CEDEAO. Je vois un scénario qui ressemble à celui-là, quoi. Donc, l'éco peut être le moyen d'appât. Absolument. Absolument, parce qu'ils vont y voir des avantages indiscutables. Indiscutables. C'est-à-dire la capacité pour les populations, en fait, d'aller faire du business transfrontalier sans souci, de pouvoir avoir une comparaison des prix, au fond, assez simple, ne pas avoir de taux de change à faire, et donc pas de pertes en ligne. Enfin, il va y avoir un dynamisme du commerce lié à l'avènement de l'éco qui sera évident pour les dirigeants de ces pays-là. Et je ne les crois pas totalement étrangers et insensibles au bien-être de leur population quand même. Donc, à mon avis, par pragmatisme, ils rejoindront l'aventure. Et par contre, l'inconnu, c'est de savoir si, par là même, ils reviendront dans la CEDEAO. Moi, je ne crois pas, parce que je pense qu'il y a de vraies divergences politiques sur la vision du rapport que doit avoir une nation vis-à-vis du monde. Et ça, je ne crois pas que cette divergence-là pourra être résorbée à court terme. Parce que, en fait, ce qui les embête, c'est que la CEDEAO s'occupe des questions politiques. Et ça, c'est ce qui les embête. C'est-à-dire que la CEDEAO veille, il y a même eu l'idée que la CEDEAO intervienne militairement au Niger, par exemple. Et tout ça, c'est derrière nous. Oui, tout ça, c'est derrière nous. Mais pour eux, ils l'ont en mémoire. Ils l'ont en mémoire. Et il ne faut pas sous-estimer la capacité de rancune, parfois, tenace à ce niveau de responsabilité. Et moi, je pense qu'il est normal. Alors, ça, les gens ne sont pas d'accord avec moi. J'ai des amis qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais il est normal pour moi que la CEDEAO s'occupe, malgré tout, de la situation politique des pays. Pourquoi? Même si c'est une communauté économique, d'abord, le principe de la CEDEAO au départ, c'était au fond de réaliser une espèce de convergence économique des pays qui sont dans cet espace. C'est-à-dire gérer les projets communs entre les pays, les grands projets industriels entre pays, etc., etc. Mais quand vous voulez faire, cette convergence économique, il vous faut une homologie politique. Pourquoi une homologie politique est nécessaire? Parce que si vous avez dans un même espace, alors que vous voulez assurer une convergence économique, vous avez un pays dictatorial sans élection et autres, et dans un autre, et toujours dans le même espace, vous avez un pays démocratique, donc qui doit suivre le temps démocratique, avec une assemblée qui fonctionne, etc., ben, vous ne pouvez pas facilement faire converger les choses. Donc, l'homologie politique devient nécessaire pour assurer les fonctions que s'est donné la CEDEAO. Et c'est pour ça, moi, je pense que la CEDEAO, malgré tout, a raison de s'intéresser, évidemment, à la situation politique des pays membres.
Ok, nous allons descendre, Gilles Sophonie Koboulé. Il y a la Guinée avec la task force présidentielle qui s'intéresse aussi à l'écho. Quand on sait que ce pays connaît actuellement une crise de la liquidité et une monnaie, le franc guinéen, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde est millionnaire en Guinée. Donc, qu'est-ce qui pourrait aiguiser l'appétit de ce pays? Parce qu'ils ont expérimenté la monnaie nationale, est-ce que c'est l'échec de la monnaie nationale qui conduit vers là? Quand même, la Guinée a tenu au moment où le Mali, par exemple, a voulu expérimenter une monnaie nationale et très vite, ça a été une parenthèse très vite refermée. Qu'est-ce qui aiguise l'appétit aujourd'hui en Guinée avec... Non, je pense que ce qui aiguise l'appétit, c'est la perspective des retombées économiques liées à cette monnaie qu'est l'écho. C'est ça qui aiguise l'appétit de tout le monde. Et la Guinée qui s'engage en termes de croissance aujourd'hui dans la CEDEAO, mais c'est la plus forte. C'est la plus forte. C'est 9,2 ou 9,8. Alors qu'est-ce qui peut alors Eh ben ce qui aiguise l'appétit, je vous le dis, c'est d'abord la belle idée. C'est d'abord symbolique que représente l'écho. C'est une forme d'abolition symbolique des frontières, en quelque sorte. Et ça compte. Et puis, ce qui intéresse aussi, c'est les retombées économiques liées à cette monnaie. Et si vous voulez, la Guinée a de grands projets en ce moment, est en plein développement, avec Silando, le grand projet de transformation de bauxite sur place et maintenant de l'or. Donc, il y a une espèce d'effervescence économique qui est là. Et moi, je pense que la Guinée a toute sa place dans la monnaie éco. Et je suis convaincu que si la crédibilité de cette monnaie-là, en tout cas de sa réalisation, prend de l'épaisseur, à mesure qu'elle prend de l'épaisseur, elle attirera des pays comme la Guinée. Nous allons conclure en disant, selon vous, 2027, l'écho, c'est pas possible. Ben, disons que l'échéance de 2027 est plus une échéance politique que technique. Et ce que je veux dire, c'est que il est bien de placer un repère à l'horizon, même si ce repère est irréaliste ou peut-être même farfelu, mais c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le projet, c'est le besoin d'aller vite maintenant. Voilà. Et je suis convaincu que ce projet va finir par voir le jour et que ça bénéficiera énormément aux populations de l'espace CEDEAO. Ce que je veux dire, mais ça c'est une leçon de l'histoire, si cette monnaie devient effective, il faudra très vite mettre sur la table la question de l'État fédéral de l'Afrique de l'Ouest. Sans ça, je donne 50 ans maximum à cette monnaie pour survivre. Gilles Sophonie Koboulé, merci. Merci à vous.